Collègues, chers collègues, chers étudiants et étudiantes, bonsoir. Ravi de vous retrouver ce soir lors de ce webinaire intitulé Covid-19, quel impact sur l'économie nationale et internationale et quelles sont les recommandations pour faire face à toute perte probable. C'est un thème numéro 2, la succession du premier thème, qui était bien sûr un webinaire organisé jeudi dernier avec des professeurs et des professionnels et connaisseurs en la matière. Aujourd'hui, ce qui fait l'exception, c'est la présence des étudiants qui sont des intervenants et bien sûr sur leur demande, parce que ce sont les étudiants qui ont demandé qu'on organise ce webinaire à leur propos, bien sûr pour qu'ils présentent, pour leur donner une chance, pour parler du sujet qui est très très intéressant et bien sûr qui fait débat aujourd'hui et que tout le monde en parle. Bien évidemment, je vais commencer. Bien sûr, je remercie mes chers collègues d'avoir accepté l'invitation de participer et de débattre ce sujet, de discuter avec nos chers étudiants le sujet ainsi que leurs interventions. Et je remercie aussi les étudiants qui ont fourni un effort considérable pour être là devant nous, les professeurs, et présenter ce qu'ils ont fait comme recherche par rapport à ce sujet. Alors, je commence par présenter les thèmes de ce webinaire. On va bien sûr commencer par Jebli Adnan. C'est un étudiant chercheur au sein de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales et Tmloul. Il va traiter le sujet de l'impact général sur les relations entre la Chine et le reste du monde. En deuxième position, nous aurons Zakaria Bsem. C'est lui qui va présenter l'impact du Covid-19 sur les différents axes nationaux. En troisième position, nous aurons l'intervention de Iman Chemmar. Elle va traiter les changements au niveau des prix et la production du pétrole à cause du Covid-19. Et en quatrième position, nous aurons l'intervention de M. Ahmed Beiris. Il va traiter l'impact sur le secteur du tourisme au Maroc, l'impact du Covid-19. Et en cinquième position, il y aura Ahmed Abdelrahman Aboul Mahassin qui va présenter le sujet de la situation d'emploi au Maroc après la crise du coronavirus. Et enfin, en sixième position, nous aurons la présentation de Iman Sidor qui va traiter le comment du digital et comment le digital doit bénéficier de cette crise mondiale. Bien sûr, je précise que chaque présentation ou chaque intervention doit être présentée en 10 minutes seulement, donc à ne pas dépasser s'il vous plaît. Et je vais commencer par donner la parole à Monsieur Jebli Adnan pour commencer et présenter son thème. Donc Monsieur Jebli Adnan, à vous la parole s'il vous plaît, vous commencez votre présentation. Bonsoir, merci madame. Bonsoir. Je vous remercie mes collègues, les intervenants, également sincèrement les professeurs qui dirigent cet événement qui m'a motivé à chercher et en savoir plus. D'abord, je vais commencer par une citation de Napoléon Bonaparte qui a mentionné « Lorsque la chaîne sévira, le monde entier tremblera ». Et ça signifie que la Chine joue un rôle important dans l'économie internationale. Du fait de la mondialisation et du système néolibéral, les produits chinois ont balayé le monde entier. La Chine est devenue une puissance économique et un centre commercial solide dont le monde dépend dans ses échanges. La Chine aujourd'hui est l'atelier du monde et aussi on peut la considérer comme un supermarché mondial. Elle représente le premier exportateur et importateur du monde. La contribution de la Chine au développement économique mondial atteignait 27,5% en 2018. Selon les données de l'administration générale des douanes, le volume du commerce extérieur de la Chine a atteint les 540 milliards de yuan. Yuan, c'est l'unité monétaire de la Chine. En 2019, enregistrant une croissance de 3,4%, les exportations ont augmenté de 5% pour atteindre
les 17 230 milliards de yuan et les importations de 1,6% pour atteindre les 14 310 milliards de yuan. L'excédent commercial a quant à lui augmenté de 25,4% et totalise 520 milliards de yuan. L'Union européenne, l'Association des nations d'Asie du Sud-Est, les États-Unis et le Japon restent les 4 premiers partenaires commerciaux de la Chine. Mais comment l'économie chinoise va ralentir et qu'est-ce qui va changer dans les exportations et les importations chinoises après la crise de Corona? Après que les experts s'attendaient à un effondrement total de l'économie chinoise en raison de l'arrêt de la rue de rotation et après que tous les indicateurs macroéconomiques aient baissé, toutes les attentes n'étaient pas correctes. Et la Chine a pu dépasser les effets négatifs attendus, même si ce n'était pas complètement et pas à tous les niveaux. Selon Bloomberg, un groupe financier américain, en tant qu'agence de presse, la demande de pétrole chinoise a chuté de 20%, soit une diminution de 3 millions de barils par jour. Une telle baisse soudaine n'avait plus été enregistrée depuis le 11 septembre 2001. Quand les attentats avaient paralysé le transport aérien. Alors, ouverture lundi 3 février, après les vacances du Nouvel An lunaire, les bourses chinoises ont chuté d'environ 8% avant de légèrement se reprendre mardi. La Banque centrale chinoise a réagi à la situation en injectant l'équivalent de 173 milliards de dollars dans le système financier. Cette injection de liquidité permet de faciliter l'octroi de crédit par les banques. Les conséquences économiques de l'épidémie de coronavirus sur l'activité se multiplient. Vendredi 6 mars, les douanes chinoises ont dévoilé les derniers chiffres du commerce et ceci se révèle particulièrement inquiétant sur les 2 premiers mois de l'année. Les exportations du pays se sont écroulées de 17,2% par rapport à l'année dernière. La plus forte baisse depuis février dernier, lorsque la guerre commerciale sino-américaine parasitait les échanges internationaux. En face, les importations du pays se sont également effondrées de 4%. Une baisse qui s'explique aisément. L'économie chinoise tourne au ralenti depuis plusieurs semaines, de même que ses usines. Dans ces conditions, ses besoins en matières premières comme en pétrole ont considérablement diminué. Ce recul est toutefois bien moins important que les moins 15 anticipés par les experts. Ces deux évolutions ont poussé la Chine à enregistrer un déficit commercial légèrement supérieur à 7 milliards de dollars sur les 2 premiers mois de l'année. Comment affectera COVID-19 l'économie mondiale après un arrêt presque total de la roue de l'économie? Les échanges mondiaux devraient aussi reculer. L'assureur Ole Hermé a estimé vendredi que l'épidémie avait déjà coûté 320 milliards de dollars au commerce mondial de biens et de services, soit en un trimestre la même chose que les tensions commerciales USA-Chine lui ont coûté en un an. Un coup de froid considérable, donc en grande partie imputable au ralentissement de l'activité dans l'empire du milieu, explique le groupe. La situation devrait rester difficile durant quelques mois et les pertes à l'export pour les entreprises françaises pourraient atteindre 20 milliards de dollars par trimestre de perturbation de l'activité. Le coronavirus devrait également faire reculer les investissements internationaux. L'agence de l'ONU,
l'Organisation des Nations Unies sur le commerce et le développement a calculé, selon les scénarios de propagation de l'épidémie, que les investissements directs à l'étranger devraient reculer à 5% à 15% par rapport à ses prévisions initiales. L'impact sera concentré sur les pays qui sont le plus sévèrement frappés par l'épidémie. Même toutes les nations devraient ressentir l'onde de choc, ajoute l'UNCTAD, United Nations Conference on Trade and Development. Le recul atteindra en moyenne 6% en Amérique latine, 1% en Afrique, 6% dans les pays développés et jusqu'à 18% en Asie, dont 26% en Chine et 30% à Singapour. Ces différentes estimations dépendent toutefois de la manière dont l'épidémie continuera à se propager à travers le globe et de la réponse des autorités. En outre, les prévisions soulignent que l'activité devrait rebondir nettement l'année prochaine, avec une croissance marquée lorsque les différents secteurs repartiront. Merci pour votre attention et je passe la parole à Madame Abou Hafs. Madame Abou Hafs, micro s'il vous plaît. Bonjour. Oui, alors je vous remercie, Monsieur Adnan Jebli, pour votre présentation qui était très riche et qui a traité le cas de la Chine et l'impact du Covid-19 sur l'économie chinoise et qu'est-ce que la Chine a subi par rapport à cela et quel est l'impact de la Chine sur le monde entier. C'est donc une grande question que vous avez posée, c'est comment le Covid-19 va affecter l'économie internationale d'une manière globale. Très bien. Vous avez démontré aussi la gravité de la pandémie par rapport à l'économie chinoise et vous avez lancé quelques éléments en relation avec des mesures à prendre par la suite pour sauver l'économie internationale suite aux mesures qui seront prises au niveau de l'économie chinoise. Bien. Donc, je tiens à vous signaler que monsieur le professeur, monsieur Rachid Tatouti, il est là avec nous pour discuter, débattre à la fin de toutes les présentations. Vous connaissiez M. Tatouti Rachid, c'est un enseignant-chercheur au sein de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales. Nous avons également Madame Nassiba Goussid avec nous, professeure, enseignante-chercheur au sein de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales Etmelloul, qui vont débattre avec vous à la fin de la séance et qui vont discuter toutes les présentations. Donc, c'est juste pour que vous sachiez l'organisation de ce webinaire, d'accord ? Et on passe vers la deuxième présentation, c'est celle de Zakaria Bessam. Alors, Zakaria Bessam, vous allez parler de l'impact du Covid-19 sur les différents axes nationaux maintenant. Donc, vous allez passer vers le national pour nous dire de quoi il s'agit, d'accord? Donc, je vous donne la parole et vous avez 10 minutes à ne pas dépasser, s'il vous plaît. Bon courage. Bonsoir et merci, madame. Après mon camarade Adnan traiter le niveau international, je vais donner une vision générale sur l'impact du coronavirus sur le niveau national. Après avoir produit une croissance de 0,8 d'un PIB après constant, le Centre marocain de conjoncture a actualisé sa provision pour 2020. Il provient de sommer d'un taux négatif conjoncturable du PIB après constant de moins 3,2%. La croissance économique nationale serait imputée de 8,9 points au deuxième trimestre de 2020 par rapport à sa évolution d'avant la crise Covid-19, au lieu de moins 3,8 prévu de 7 avril. Cela représente une perte globale potentielle d'environ de 29,7 milliards de dirhams pour la première moitié de 2020, au lieu de 15 milliards de dirhams prévus au 7 avril. Maintenant, je vais montrer un effet sur les différents secteurs. Premièrement, le secteur agricole devrait afficher une diminution de sa valeur ajoutée en volume d'environ 3% en raison des conditions climatiques
précieuses enregistrées durant l'hiver. Les autres secteurs devraient partir des dégâts à cause du coronavirus et ceux des degrés d'hiver en accusant un ralentissement ou carrément une baisse d'activité. Le secteur d'hébergement et la restauration figurent parmi les activités les plus touchées. Sa valeur ajoutée en termes réels devrait fléchir d'environ 25% dans la reprise l'an et d'ici. Les services de transport aussi bien aériens fait voir une routine devraient marquer le pas et leur valeur ajoutée globale connaîtrait un fléchissement conséquence, un glissement annuel quand au secteur de l'industrie extractive. Il devrait subir l'impact de rétrécissement des marchés extérieurs induit par le mouvement dépressif de l'économie mondiale. Le rythme de sa croissance pour 2020 prendrait de son tenir pourrait connaître une baisse si la situation reste en l'état. Mais le problème le plus important maintenant pour le Maroc, c'est le devise, qui ne vient à partir de transmettre des Marocains résidents à l'étranger les recettes des voyages et les ETE, les investissements directs à l'étranger. Une perte de plus de 54 milliards de dirhams en 2020 à cause du coronavirus, forte pression sur les rentrées de devises au Maroc, la crise a fait chuter les arrivées de touristes, les investissements directs étrangers et les transferts des Marocains résidents à l'étranger, qui sont les trois principaux pourvoyeurs de devises pour le royaume, si les effets de crise ne seront que visibles que les 2 et les 3 mois premiers de 2020. Une note de CDG Capital donne une idée de ces transferts que le Maroc pourrait prendre en devise à travers les transferts des MRE, les recettes des voyages et les ETE. Afin de faire face à la pandémie, le coronavirus, le Royaume a pris l'importante mesure sur le plan sanitaire. Celles-ci ont également un coût sur le plan économique. Comme la fermeture des frontières au transport des personnes, s'il est évident que ces mesures impactent directement les secteurs de transport et de tourisme et ne diminuent pas, moins qu'elles auront des conséquences négatives sur la balance des paiements et les réserves des devises du Royaume. En effet, les secteurs prévoyeurs des devises perdent sa valeur. Le CDG Capital, c'est la Caisse de dépôt et de gestion. C'est une banque d'investissement marocaine qui vient de rendre publique une étude sur l'impact de Covid-19 sur l'économie marocaine, s'attend à une grande chute des recettes de tourisme et de transfert des MRE, ainsi des ETE. Selon la filiale du groupe CDG, pour l'année 2020, on début atténuation prévue du déficit commercial en liaison avec le recul des importations en volume et en valeur, les réserves de change devraient subir l'impact négatif de la baisse des trois compensateurs des déficits, qui sont le solde de tourisme, le transfert des MRE et les ETE. En effet, l'atténuation des déficits commerciaux devrait provenir d'un côté de conjoncture internationale, notamment le recul des cours de matières premières et des produits énergétiques que la côté nationale. Avec le recul de la demande nationale associée à la résistance de certaines branches importantes à l'exportation, particulièrement l'agroalimentaire et les phosphates et les divers, dont les parts dans les importations sont considérables, soit de 21,5 et 17,3 respectivement en 2019. Du coup, la société de gestion collective spécialisée sur les marchés financiers prévoit un recul de plus de 50 milliards de dirhams en termes de rentrées de devises pour ces trois sources, sur la base des hypothèses recul de 50% sur le solde de voyage, 30% des transferts des MRE, et ainsi une baisse similaire de celle de 2019 des ETE, soit 42%. Le flux net global émanant de ces trois sources devrait reculer, moins 54,5 milliards de dirhams estimés pour l'année 2020. Mais le Maroc a fait une décision de donner l'importance et la propriété de l'importation des produits de première nécessité. Aujourd'hui, le niveau actuel des réserves d'échange permet de couvrir l'équivalent de plus de 5 mois d'importation des biens et services.
avait indiqué Abdelatif Jouahri, le gouverneur de Banque al-Maghreb, le 17 mars dernier, à l'issue de la réunion du Conseil de Banque al-Maghreb sur le terrain. Il faut souligner également que les sorties de devises sont autorisées avec des parcimoines. Le refinancement de devises destiné aux importations des produits de première nécessité reste propriétaire. Pour prendre le devant, le Maroc a procédé le 7 avril à un tirage de la ligne de procuration de la liquidité, le LPL, mise à sa disposition par le Fonds monétaire international pour un montant équivalent à près de 3 milliards de dollars remboursables sur une période de 5 ans, avec une période de grâce à 3 ans. À noter que le Royaume peut toujours, si nécessaire, faire une autre sortie souveraineure sur le marché international. Déjà, en novembre dernier, il marquait son retour sur le marché en levant 1 milliard d'euros sur 2 ans avec des conditions exceptionnelles avantageuses. Une deuxième levée au profit de 2020, ainsi au lieu des 31 milliards de dirhams que l'État pouvait lever en 2020, il sera possible que le Maroc s'attende tout se conservant des réserves de devises suffisantes pour couvrir les besoins d'importation et ne pas bouleverser l'équilibre dans lequel était le dirham face à l'euro et le dollar. Maintenant, je vais montrer un impact sur quelques agrégats macroéconomiques avec la propagation de la pandémie en Europe et aux autres pays, ainsi que la sécheresse aiguë. L'économie du Maroc devrait souffrir considérablement cette année de l'impact négatif de l'infection. Un scénario de référence montre que le PIB réel recule de moins 1,5% en 2020. La première récession frappe le Maroc depuis plus de ces dernières années sur le plan budgétaire. La pandémie aura un impact négatif sur le rythme de l'assainissement budgétaire et son tour sur les besoins de financement brut et de la dette. Le déficit budgétaire global devrait se détruire pour atteindre plus de 6% du PIB en 2020. L'aggravation du déficit s'explique principalement par l'augmentation des dépenses sociales, économiques liées au Covid-19 et la baisse des recettes fiscales, en particulier de l'impôt sur la société et le TVA. Par conséquent, la dette de l'administration centrale pourrait culminer à 73% du PIB en 2020. Le solde du compte courant devrait élargir environ de 7% du PIB cette année, mais un ralentissement des exportations, des recettes de touristes et des envois de fonds de profit, car la pandémie perturbe le commerce et les chaînes de valeur mondiales. Bien que la baisse des prix du pétrole en 2020 réduise les dépenses d'importation énergétique, il ne compensera pas entièrement les effets négatifs de la pandémie sur les exportations des biens et services. Il sera difficile de bénéficier de financer le déficit de la balance des paiements car les IDE devraient ralentir et la prime de risque sur le marché financier international augmente. Une décision aussi courageuse par la Banque al-Maghreb de niveau de taux directeur. La Banque al-Maghreb a décidé d'abaisser le taux directeur à 2% pour soutenir l'économie. Le premier conseil de Banque al-Maghreb l'année 2020 avait fort à faire de la crise mondiale de coronavirus qui frappe de plein fouet l'activité économique marocaine. Observateurs et investisseurs s'attendent à un geste de la perte de Banque al-Maghreb centrale et Abdelatif Jouahri, Wali Banque al-Maghreb, a annoncé au cours d'une vidéoconférence post-conseil qu'il était décidé de baisser le taux directeur de 25 points à baisse à 2% pour soutenir l'activité économique dans le sillage des mesures prises par les autres banques centrales depuis 2 semaines. Mais cette décision ne va pas assez loin à en croire certains investisseurs qui s'attendent à une baisse plus marquée aussi de la bourse qui était dans la phase de consultation pendant les premières heures de la cotation de ce mardi 17 mars. A-t-il aussitôt accéléré sa baisse immédiatement après l'annonce de Abdelatif Jouahri? Et merci. Merci à vous, M. Zakaria Sam, pour votre présentation qui est aussi très, très enrichissante, qui a traité l'impact du Covid-19 sur les différents axes, mais cette fois-ci au niveau national. Vous avez parlé
de l'impact du Covid-19 par rapport à l'ensemble des secteurs d'activité au niveau national, secteur agricole, secteur touristique, sur le plan sanitaire aussi, vous avez discuté des éléments en relation avec le plan sanitaire et quel est l'impact du Covid ainsi que de cette crise pandémique sur le secteur de la santé, transport aussi, et vous avez traité bien évidemment des éléments en relation avec les agrégats macroéconomiques marocains. Donc, vous avez parlé de tout ce qui est déficit commercial et vous avez parlé en fait vous avez expliqué le déficit commercial comme étant lié au coût de l'importation qui a augmenté par rapport aux exportations, ainsi que l'assèchement de la devise. Vous avez parlé de la devise qui devient de plus en plus en baisse et vous avez parlé également de la baisse de la devise en relation avec la diminution des MRE, des IDE aussi. Et vous avez traité d'autres éléments en relation avec le déficit budgétaire comme étant liés à la baisse fiscale, c'est-à-dire les ressources fiscales de l'État ont baissé à cause de ce Covid, à cause de l'arrêt de l'activité économique chez les entreprises, ainsi que la non-activité des ménages aussi, qui vont cesser en fait de payer la TVA à l'État. Donc les ressources fiscales ont baissé et du coup il y a un certain déficit budgétaire au niveau de l'économie nationale. Donc vous avez parlé aussi de tout ce qui est l'augmentation du coût de la vie sociale par rapport à tout ça, parce que les ménages, leur pouvoir d'achat a baissé, ainsi que leurs ressources ont baissé aussi, ce qui fait quand même un grand problème au niveau économie, mais sans oublier que vous avez parlé de la bourse aussi, et vous avez évoqué des éléments en relation avec les investissements sur le marché financier ainsi que sur le marché monétaire. Donc bravo pour votre présentation, c'était très très riche. Donc je passe la parole maintenant vers la troisième présentation, c'est celle de Iman Chemmar pour voir quels sont les changements au niveau des prix de la production de pétrole à cause du Covid. Donc on va voir avec Iman Chemmar, c'est la suite aussi de la première et la deuxième présentation. S'il vous plaît, Iman, vous avez la parole, vous commencez. Premièrement, je voudrais remercier mes chers professeurs pour cette initiative. L'or noir était sous pression depuis le début de mars. L'épidémie de coronavirus a amené la demande de pétrole. Le brut s'est effondré jusqu'à vouloir moins que $0. Face à la faible demande actuelle, les capacités de stockage du pétrole arrivent à saturation. La crise sanitaire actuelle et le confinement qui touche environ la moitié de la population mondiale conduisent nécessairement à une chute de la demande de pétrole d'environ 30%. Donc à une baisse de prix. De plus, en mars, l'Arabie saoudite et la Russie ont accru leur production de façon à faire chuter le prix de baril encore plus bas. Cette stratégie avait notamment pour objectif d'asphyxier les producteurs du pétrole américain. Le début d'avril, l'Organisation des pays exportateurs du pétrole et la Russie ont changé de stratégie et se sont engagés à réduire leur production de 10%. Mais face à une baisse de la demande de 30%, les prix sont restés très bas. Un prix de pétrole négatif, mais uniquement aux États-Unis. L'expression « le prix de pétrole couramment utilisée » peut être trompeuse. En effet, il existe plusieurs types de pétrole ayant chacun un prix différent. Les deux principes sont le Brent, pétrole de mer du Nord, et le West Texas Intermediate, soit le pétrole américain. Leurs prix différents du fait de leur spécificité et de leur lieu de livraison. Seul le pétrole américain, le West Texas Intermediate, avait son prix tombé en dessous de $0. Comme l'ensemble des marchés pétroliers mondiaux, le prix de l'West Texas Intermediate est pénalisé par le confinement qui bride la demande. Aux États-Unis, les capacités de stockage sont proches de la saturation. Avec une offre toujours abondante, comme vous connaissez, un puits de pétrole ne se ferme pas comme un simple robinet. De ce fait, le pétrole extrait peint a trouvé un lieu de stockage physique, ce qui a poussé certains producteurs à payer pour se débarrasser d'un pétrole dont ils ne savaient que faire. Autrement dit, le prix est devenu négatif. Vers une baisse massive de la production de pétrole, la production de pétrole brut aux États-Unis a baissé au cours de la semaine se terminant le 1er mai, a annoncé mercredi l'agence d'information sur l'énergie. Selon cette dernière, la production américaine du pétrole brut s'est élevée en moyenne à 11,9 millions de barils par jour la semaine dernière, soit une baisse de 200 millions de barils par jour par rapport à la semaine précédente et le même niveau qu'à la même période de l'année dernière.
Le prix de pétrole en négatif. Face à la faible demande, le prix de pétrole a chuté ces dernières semaines. Le baril de Brent de référence dans le monde économique frôlait les 70 dollars en début d'année. Il a chuté aux alentours de 21 dollars la semaine dernière. Sur certains marchés, le cours du pétrole est parfois passé sous les 0 dollars. Pour inciter les acteurs du pétrole à acquérir de barils et vider les stocks, cette chute de cours du pétrole n'a pas été suffisante, puisque les pétroliers font face aux mêmes problèmes de stockage. Du côté du producteur, interrompre l'extraction du pétrole n'est pas si facile. Fermer puis rouvrir un puits de pétrole est une opération complexe sur le plan technique et très coûteuse. Au Maroc, face à cette chute, les consommateurs ne profitant que peu de la baisse du prix à la pompe à cause des mesures de confinement qui limitent les déplacements de la population. Mais Qu'est-ce qui se passe? S'il vous plaît. Mademoiselle Imen. Allô? Mademoiselle Imen Chmar, où est-ce que vous êtes? Je pense qu'il y a un problème de connexion. Oui, continuez, Mademoiselle Imen, s'il vous plaît. vous m'attendez? Oui, allez-y. Imen Chmar. Oui, madame, vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, vous continuez, vous continuez. Oui. Allez-y. Mais la balance commerciale qui dégage un déficit commercial de moins 31 milliards de dirhams à fin de février 2020 pourra profiter de l'effondrement des cours internationaux des hydrocarbures. D'abord grâce à un effet volume suite. Il y a toujours un problème de connexion chez Iman Chmar. Allô? Iman Chmar. Un problème de connexion. Vous m'entendez? Oui, vous continuez. D'accord. Ensuite, grâce à un effet prix, même si le Maroc n'importe plus de pétrole brut et qu'il faudra suivre l'évolution des prix de produits raffinés pour en mesurer l'ampleur, la facture énergétique du Maroc s'établit à 12,10 milliards de dirhams à fin de février 2020, contre 11,23 milliards de dirhams une année auparavant, soit une hausse de 864 millions de dirhams après les statistiques publiées par l'Office d'échange. Avec la baisse actuelle du prix, la facture énergétique du Royaume pourrait s'alléger au cours des prochains mois. Cela devrait réduire la pression sur les réserves en devises qui devraient subir un choc à cause de la dégradation privée du flux entrant de devises, les recettes touristiques, les transferts du Marocain résident étranger et les exportations affectées par la crise de Covid-19. Quelles leçons en tire, qu'en déduire sur la crise du coronavirus et le monde d'après? La première chose est que la hausse des prix de pétrole va être amplifiée lors du rebond économique post-crise. En effet, la chute des prix a provoqué la mise en sommeil des gisements les moins profitables de pétrole de schiste et de sable bitumeux, et pour certains, peut-être leurs arrêts définitifs. Lorsque l'activité économique reprendra, après avoir puisé dans les stocks de pétrole du surface, les frogs vont redémarrer. Néanmoins, il faudra du temps avant que ces nouveaux gisements aient un impact significatif sur l'offre. Autrement dit, il faut s'attendre à une hausse des prix amplifiée pour les capacités d'extraction limitées si la reprise est rapide. Pour résumer, l'économie va connaître une crise pire que celle de 1929 et des changements basiques dans le marché et la force commerciale. Les théoriciens aujourd'hui cherchent des solutions probables pour un ensemble de problèmes qui va attaquer les sociétés. Et la question restait, qu'est-ce qu'il y a des scénarios plus peurs que celles que nous vivons? Je passe la parole à Madame Abou Hafs. Donc, je vous remercie, Mademoiselle Chmar, pour votre présentation qui a traité le changement au niveau des prix et la production du pétrole à cause du Covid. Vous avez parlé des changements, des fluctuations du cours de pétrole et quel est l'impact de ce changement sur l'économie
marocaine. Vous avez parlé vous avez dit en fait que la facture énergétique, bien sûr, elle dépend de ces fluctuations et de ces changements. Et vous avez dit aussi que le Maroc n'arrive pas à profiter de tout ce qui se passe par rapport au changement du cours de pétrole. Comme vous l'avez signalé dans votre présentation, la chute des cours de pétrole, bien sûr, même s'il y avait une chute, le Maroc n'a pas pu profiter de cette chute. Pourquoi? Parce qu'il y avait des coûts en relation avec bien sûr tout ce qui est raffinerie, tout ce qui est stockage, etc. Donc c'est une opération complexe sur le plan technique et elle s'avère très coûteuse. Quand vous avez terminé par bien sûr le lancement de votre point de vue et vous dites voilà, l'économie va connaître une crise pire que celle de 1929, vous avez également parlé et dire qu'il y aura des changements dans le monde entier et que les théoriciens vont essayer de chercher des solutions. Voilà, donc je passe la parole maintenant à la quatrième personne qui va présenter l'impact sur le secteur de tourisme au Maroc, l'impact du Covid-19, et je parle de M. Ahmed Beiris. D'accord? Je vous donne la parole, M. Ahmed Beiris, s'il vous plaît. Allez-y, vous commencez votre présentation. Merci, madame. Permettez-moi d'abord d'exprimer mes vifs remerciements au professeur de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales d'Eit Melloul pour leur temps précieux et d'avoir accepté l'invitation pour discuter concernant un sujet d'actualité qui est le Covid-19, qui est l'impact sur l'économie nationale et internationale. Je voudrais aussi remercier mes chers collègues et à travers elles, je veux dire merci à toutes les personnes qui nous regardent. Le Covid-19 poursuit son expansion dans le monde entier, engendrant des conséquences dramatiques, non seulement sur la vie humaine, mais aussi sur l'économie. Les pays ont décidé de prendre certaines mesures pour éviter une contamination massive. La majorité des usines qui travaillent aujourd'hui fabriquent des masques et non pas des téléphones comme avant. Prenons l'exemple de la Chine. La Chine, c'est l'atelier du monde et le supermarché du monde pour la simple raison, c'est parce qu'elle est le premier importateur, mais aussi elle est le premier exportateur. Ce ralentissement de l'économie chinoise avait fortement pesé sur l'économie mondiale, ce qui va peut-être provoquer une crise économique mondiale et marocaine particulièrement. Maintenant, qu'est-ce qu'une crise économique? Je vais vous donner une simple définition de la crise économique. Une crise économique, c'est une dégradation brutale de la situation économique d'un pays. Elle peut se traduire en fonction de sa temporalité par une baisse du PIB ou des valeurs boursières, un accroissement du nombre de faillites des entreprises et une augmentation du chômage. Alors on peut dire que l'absence ou la présence d'une crise économique dépend de l'absence ou la présence de ces indicateurs, c'est-à-dire de baisse du PIB, accroissement du nombre des entreprises, du nombre de faillites des entreprises et augmentation du chômage. Au Maroc, concernant la baisse du PIB, l'activité marocaine a baissé, ce qui va impacter bien sûr négativement sur l'économie marocaine et ce qui entraînera par la suite une diminution du PIB en 2020. En ce qui concerne le chômage au Maroc a été déjà existé même avant le Covid-19. Aujourd'hui, le taux de chômage, c'est 10,5% avec 1 292 000 chômeurs selon le Haut Commissariat du plan HCP. Et bien sûr, la majorité des entreprises aujourd'hui risquent la faillite. Alors, nous pouvons dire que le Maroc va passer d'une crise sanitaire épidémiologique à une crise économique. Puisque le Covid-19 existe encore, les chiffres évoluent chaque jour. Aujourd'hui, plus de 3 milliards de gens sont confinés, en plus de la fermeture des frontières. Donc, il y a déjà un choc d'offres et un choc de demande. Le premier choc parce que les usines, les entreprises et les bureaux sont fermés. Et le deuxième parce que les gens sont confinés, et du coup ne consomment plus.
Alors, ce qui explique le rapport de l'Organisation de coopération et de développement économique qui prévoit une baisse du PIB mondial de 2,9% à 2,4% en 2020. Mais avant même de nous demander quels seront les impacts futurs du Covid-19 sur l'économie marocaine, on peut commencer par ce qui se passe aujourd'hui. Concernant le tourisme est l'un des secteurs les plus impactés par le Covid-19 parce que l'activité touristique est directement liée au mouvement des gens. Et puisque les gens sont confinés et les frontières sont fermées, donc pas de tourisme, ce qui explique la chute globale du tourisme dans le premier trimestre de 2020. Donc, il est impossible de stopper la crise économique avant la fin de la crise sanitaire. Pour la simple raison, les mesures de confinement qui ralentissent l'activité économique sont essentielles, indispensables, nécessaires pour contenir la pandémie. Donc, pourquoi le secteur du tourisme il est important? Voilà le secteur du tourisme en quelques chiffres, en termes de chiffres. Le nombre de visiteurs, il est 12 millions de touristes. Les recettes, 78,60 milliards de dirhams. Le poids économique, selon le ministère du Tourisme, environ 7% du PIB national. Et l'investissement est le deuxième secteur des IDE, c'est-à-dire des investissements directs étrangers. Ces chiffres sont suffisants pour montrer la place importante qu'occupe le tourisme dans l'économie nationale. Contributeur actif à la création de richesses, un grand pourvoyeur d'emplois, aussi il est considéré comme un accélérateur de développement et aussi un réducteur des inégalités entre les différentes régions du pays. Donc, on peut dire que le secteur du tourisme au Maroc traverse une période difficile. Il fait face à une guerre sanitaire, épidémiologique, ce qui va impacter bien sûr négativement sur un ensemble de métiers touristiques marocains. Donc, ces métiers sont l'industrie hôtelière, les agences de voyage, l'investisseur touristique, les loueurs d'automobiles sans chauffeur, les restaurateurs, les accompagnateurs et guides touristiques et de montagne, et les transporteurs touristiques. Tous ces métiers ont été bien sûr durement affectés par cette crise sanitaire parce que l'un découle de l'autre. Alors toute la chaîne est impactée. Dans ce sens, le président de la Confédération nationale du tourisme avait indiqué que le secteur du tourisme pourrait perdre jusqu'à 34 milliards de dirhams en termes de chiffre d'affaires d'ici à la fin d'année. Et seul le secteur de l'hôtellerie a lui seul enregistré un déficit de 15 milliards de dirhams. Donc, il s'agit, en termes de chiffres, il s'agit aujourd'hui de 8500 entreprises menacées. Donc, 3500 entreprises d'hébergement touristique, 500 entreprises de restauration touristique, 1450 agences de voyage, 1500 sociétés de transport touristique et 1500 sociétés de location de voyage, bien sûr, avec plus de 120 000 salariés qui travaillent dans ce secteur et qui sont aujourd'hui en chômage partiel. Surtout avec la décision des autorités saoudiennes de suspendre la Umrah et le Hajj, ce qui va impacter bien sûr négativement sur le tourisme religieux. Donc on va dire que les agences de voyage vont payer l'eau. Dans ce sens, il existe deux scénarios. Le premier scénario avec la non-assistance, c'est-à-dire la non-intervention de l'État. Et le deuxième scénario avec un plan de relance, un scénario d'accompagnement, si vous voulez. Le premier scénario, le secteur, c'est-à-dire la non-assistance ou bien la non-intervention de l'État, sans un plan de relance, le secteur touristique perdra l'équivalent de 138 milliards de recettes en devises sur 3 ans, c'est-à-dire en 2020, en 2021 et en 2022. Dans le détail, il s'agit de environ 57 milliards de dirhams en 2020 et 51 milliards de dirhams en 2021 et 29 milliards de dirhams en 2022, soit au total un cumul de 138 milliards de dirhams. En ce qui concerne le deuxième scénario, avec un scénario d'accompagnement, le secteur, à travers un plan de relance, l'impact de recettes en devises sera atténué à un écart de 46 milliards de dirhams, soit moins 92 milliards de dirhams. Donc, quelles sont les mesures pour sauver ce secteur, pour éviter le pire
Donc, il y a des mesures pour maintenir l'outil de production, il y a des mesures pour maintenir l'outil, pour maintenir l'emploi, il y a des mesures pour sauvegarder la compétitivité. En ce qui concerne les mesures pour maintenir l'outil de production, donc il s'agit principalement de reporter les crédits bancaires et d'assurance de 12 mois et ainsi la suppression des frais et des majorations liées au report de crédit et dernièrement le report des déclarations et des paiements de toutes les obligations fiscales, en particulier TVA, la taxe sur la valeur ajoutée, et les acomptes de l'IS, l'impôt sur société, pour l'exercice 2020. En ce qui concerne les mesures pour le maintien de l'emploi, c'est l'exonération des charges fiscales et sociales, l'impôt sur le revenu et la CNSS, la Caisse nationale de solidarité sociale, pour 12 mois pour les entreprises qui maintiennent 80% des effectifs. Et en ce qui concerne les mesures pour sauvegarder la compétitivité, donc il existe deux cas de figure, un plan national et un plan international. Sur un plan national, il s'agit d'encourager le tourisme local et le tourisme national en mobilisant un budget de promotion pour stimuler la demande locale, bien sûr. Et sur le plan international, il s'agit de mettre un budget de promotion pour stimuler la demande internationale. Et voilà, avec bien sûr un budget co-marketing pour lancer des négociations auprès des compagnies aériennes pour reconnecter la destination. Et finalement, je dirais que la seule chose qui paraît sûre aujourd'hui, c'est que l'impact de la crise économique sur le secteur du tourisme va dépendre de deux choses. La première chose, c'est le temps que va durer cette crise sanitaire. Et deuxième chose, c'est les mesures prises par le gouvernement marocain. Merci et je passe la parole à Madame Abou Hafs. Je vous remercie, Monsieur Ahmed Beiris, pour votre présentation, qui est aussi une présentation très riche et plein d'enseignements. Donc, vous avez parlé du tourisme, vous avez parlé de l'impact du Covid sur le secteur du tourisme. Au début, vous avez montré l'importance du secteur touristique dans l'économie nationale et bien sûr le rôle que doit jouer ce secteur comme étant un secteur d'activité, bien sûr, axe majeur de l'économie marocaine. Et vous avez montré qu'il y avait une chute globale du tourisme durant le premier semestre 2020 liée au confinement, liée à plusieurs mesures préventives qui ont été prises dans ce cadre-là pour limiter les conséquences du Covid-19. Et vous avez dit que l'industrie touristique d'une manière globale a été affectée par le Covid-19. C'est une perte, bien sûr, au sein de notre économie marocaine. Et vous avez parlé, bien sûr, de deux éléments majeurs, à savoir l'intervention ou non l'intervention de l'État pour sauver l'économie marocaine. Donc, deux scénarios que vous avez évoqués. Le premier, s'il n'y a pas intervention, donc il y aura un grand problème au niveau national, au niveau de l'économie nationale, surtout au niveau touristique. Et vous avez dit, s'il y a intervention, ça va être moins important comme étant impact sur l'économie nationale. Et je dis l'impact du Covid-19. Donc, l'intervention de l'État, il y aura moins de pertes sur ce plan-là. Et vous avez parlé d'un plan de relance que l'État peut bien sûr adopter dans ce cas-là pour minimiser le risque du Covid. Alors les plans, quelques mesures vous avez citées par rapport à ce plan de relance, c'est que l'État peut intervenir par des mesures de report de crédit, d'accord? Et vous avez dit aussi, il se peut qu'il y ait exonération des charges fiscales et sociales, etc. Et il faut encourager aussi par la suite le tourisme national et international, des encouragements que bien sûr d'autres États marocains doivent effectuer pour relancer le tourisme au niveau national. Et vous avez lancé à la fin que l'impact du Covid-19 dépend de deux éléments, à savoir la durée et aussi les mesures préventives qui ont été lancées. Est-ce que il y a engagement total de toutes les parties prenantes au niveau national ou bien non? C'est très bien. Donc, je passe la parole maintenant vers la cinquième présentation, c'est celle de Monsieur Abdelrahman Aboul Mahassin. Il va parler de la situation d'emploi au Maroc après, bien sûr, la crise du coronavirus. Je vous donne la parole, Monsieur Abdelrahman. Allez-y, s'il vous plaît. Je suis très heureux pour participer avec vous et je veux remercier mes professeurs pour me donner cette opportunité dans cette conférence à distance très important et d'un thème d'actualité et d'un thème qui s'intéresse de l'humanité.
vous savez que la crise Covid-19 a supporté les gouvernements de le monde entier par sa gravité, mais également par sa brutalité. Les effets et les conséquences de cette pandémie sur l'économie nationale et internationale, donc pour l'instant, très difficile à évaluer avec exactitude. Mais il est certain déjà ressentir que notre économie nationale s'éloigne bien davantage. Alors, premièrement, il y a une croissance économique faible car nombreuses des entreprises sont fermées, soit d'une façon définitive ou bien de façon provisoire. Et même, les entreprises qui préfèrent de continuer leur activité, ils se trouvent en situation de sous-emploi à cause de le confinement et aussi des mesures préventives, mais également à cause de difficultés d'approvisionnement, c'est-à-dire les transactions commerciales. Donc, il résulte un taux de chômage très grave, d'ailleurs une conséquence de la stagnation de la croissance économique. Donc, la fermeture des entreprises totale ou partielle et aussi le relancement d'un rythme d'investissement et de la création des entreprises impactent négativement le marché du travail. C'est-à-dire la situation du marché du travail de 2019 par rapport à le marché du travail de 2020, il y a une très différence, il y a une augmentation très grave. Alors, la situation du marché du travail en 2019, l'économie marocaine a créé à 155 000 postes d'emploi, c'est plus 1,5%, résulte de la création de 250 000 postes en milieu urbain et une perte de 85 000 en milieu rural, contre une création de 100 000 une année. Par avant, donc le taux de chômage au niveau national en 2019, c'est 9,1%. Maintenant, on va voir la situation de travail, de marché de travail au premier trimestre de 2019. Il y a 800 000 employés déclarés à la CNSS. On arrête le travail. Ils vivent ajoute 1,1 million de chômeurs qui compris le Maroc en fin de 2019. Le compteur est continu à tourner et avec le chômage qui frappe informel. Les chiffres vont exploser au moins pour un certain temps. Selon les derniers chiffres de la CP, l'augmentation est donc phénoménale, c'est-à-dire plus de 70% ou 1,9 million de personnes. Le taux de chômage passerait avec cette nouvelle population à près de 17% contre 9% à la fin de 2019. C'est-à-dire la population active au Maroc, ayant un emploi ou la recherche d'emploi, s'élève 12 millions de personnes. Alors, les statistiques sur le nombre d'emplois formels perdus sont disponibles et seront actualisées régulièrement. Il est difficile de quantifier les emplois informels et non déclarés perdus. La crise met à nu l'ampleur de l'informel et du travail non déclaré. Il y a également, selon l'HCP, 155% des salariés non disposant d'aucun contrat formalisant leur en relation avec l'employeur. Comme vous le savez, il y a un impact de chômage à cause de crise sur la demande. Dans ces points faibles d'économie, son pouvoir d'achat correspond en fait plus de 1,8 million
de ménages, soit 9 millions de consommateurs environ qui n'ont pas de pouvoir d'achat. Cette situation, conjuguée à la baisse tendancielle de la consommation en général, qui sera observée comme réaction logique des ménages au lendemain de la crise, régiliera sur la demande intérieure et pendant sur la production. Finalement, je mentionnais des mesures prises qui a créées par l'État, tout ça pour éviter et punir les effets négatifs et les effets néfastes sur l'économie nationale, ainsi que sur les citoyens qui vivent en difficulté ou bien déficit situation, à travers provoquer le CVE ou bien le comité vieille économie, pour contrôler les effets néfastes de cette crise sanitaire sur l'économie nationale. Et aussi, Sa Majesté le Roi a créé le fonds de gestion la pandémie de Covid-19, effectué positivement sur la liquidité économique et sur la protection sociale. Maintenant, je passe la parole à Madame Abou Hafs. Je vous remercie, Monsieur Abdelrahman Aboul Mahassi. Je vous remercie pour votre riche présentation. Vous avez parlé de la situation d'emploi au Maroc et surtout le chômage après la crise du coronavirus. Donc, vous avez dit que la crise a mis à nu le travail, surtout le travail informel, parce que c'est ça en fait le plus important, c'est de comprendre qu'il y a un secteur, tout un secteur qui n'est pas reconnu par l'État, d'accord, mais il est en fait mis à nu à cause du Covid-19 et l'impact du Covid-19. Donc, ça veut te dire pourquoi? Parce qu'il y a des ménages et des foyers, des maisons et des familles qui souffrent aujourd'hui par manque de ressources financières. D'accord? Vous avez parlé de l'effet du chômage à cause de la crise sur la demande et bien sûr parce que la demande qui dit demande dit ménage, des consommations globales au sein de l'économie. Et pour consommer, on doit avoir des ressources, on doit avoir des salaires. Et puisque les ménages travaillent dans l'informel, donc certainement, ils ont senti l'impact grave de la crise sur leur consommation. Et par conséquent, il y a d'autres acteurs qui vont subir cette conséquence, comme l'État aussi, dont les ressources fiscales vont baisser. Bien. Donc, vous avez parlé de quelques mesures qui ont été prises à cette occasion par l'État. Et parmi ces mesures, c'est que vous avez cité le fonds de Covid qui était lancé pour gérer bien tout ce qui est protection sociale et tout ce qui est aide sociale aux foyers, aux ménages, et pour soutenir leurs dépenses. D'accord? Donc, je passe vers la dernière. Mademoiselle Imen, désactivez le micro, s'il vous plaît. Alors, on va passer tout de suite vers la dernière présentation, et celle de Imen Sidour, qui va parler de digital et comment le digital doit bénéficier de cette crise mondiale. Donc, c'est une riche thématique. Je vous donne la parole, Mademoiselle Imen, pour commencer votre présentation. Et il ne faut pas dépasser 10 minutes, s'il vous plaît. À vous la parole. Allez-y, Imen Sidour. Oui. Désactivez le micro, Madame Abou Hafs. Activez le micro, plutôt. Oui, oui, merci. Toujours. Alors, Imen Sidour, s'il vous plaît, est-ce que vous êtes là? Imen Sidour, où est-ce que vous êtes? Est-ce que vous avez un problème de connexion? Je pense qu'il y a un problème de connexion chez Imen Sidour. Donc, s'il vous plaît,
Alors, je pense que je vais donner la parole au professeur en attendant ce que la connexion soit. Bien sûr. Allô? Imen Sidor, vous êtes là? Oui, oui, C'est bien. oui. Donc, commencez, s'il vous plaît. Commencez votre présentation. Allez-y. Merci beaucoup, Madame Bouhafs. Je vous en prie. Aujourd'hui, je veux parler de l'impact de Covid-19 sur le marketing digital et le comportement des consommateurs. Alors, la pandémie de Covid-19 a eu un impact sur chaque partie on faut aller à la façon dont on passe notre temps, aux priorités que nous avons et à la façon dont nous dépensons notre argent. En effet, l'impact est particulièrement impressionnant en marketing et sur l'utilisation du digital. D'après une étude mondiale de la plateforme de l'analyse de l'expérience client Content Square, la vente en ligne est fortement impactée par le Covid-19. Les achats sur Internet de produits dans la grande distribution ont notamment progressé de presque 20%. Donc, grâce à l'épidémie, tout le monde se met enfin à utiliser l'Internet. Donc, c'est quoi l'impact le digital sur le comportement des consommateurs? Il ne fait aucun doute que la crise provoquée par la pandémie mondiale de coronavirus a créé un climat commercial incroyablement difficile. Les entreprises sont confrontées à de nombreux nouveaux défis, avec la fermeture des frontières internationales, la fermeture des établissements physiques et l'isolement des gens chez eux. De nombreuses entreprises sont confrontées à des fermetures temporaires ou voire permanentes. Le comportement des consommateurs a été contraint de changer immédiatement et ce à grande échelle. Ceux qui sont isolés, enfermés, ne peuvent pas accomplir leurs tâches habituelles, d'autant plus que de nombreux magasins locaux ont été contraints de fermer leurs portes pour des raisons de sécurité. Les inquiétudes concernant la disponibilité des marchandises ont encouragé l'achat panique d'articles en vrac. L'incertitude financière et la perspective d'une récession grave et à long terme créant un contexte difficile qui a eu un impact sur les perspectives, les perceptions et les comportements des consommateurs. Pour les entreprises qui restent actives en ce moment, des questions se posent inévitablement sur la meilleure façon de faire face aux conditions commerciales actuelles et d'adapter leur stratégie. Il est difficile de répondre à cette question car la pandémie de coronavirus est si nouvelle que les circonstances évoluent de façon fluide et quotidienne. Il est difficile de définir une stratégie aujourd'hui car il existe peu de preuves ou de précédents sur lesquels fonder des hypothèses. Donc, au début du mois de mars 2020, le média marketing de DRAM a fait état d'une étude qui montre qu'alors que les taux de croissance annuelle de la publicité en Chine devraient passer de 7% à 3,9% en 2020. Les dépenses de publicité pour le commerce électronique devraient augmenter de 17% et les dépenses pour les médias sociaux de presque 22%. Cela semble refléter les changements de comportement des consommateurs qui passent de la Allô? Imen Sidor, où est-ce que vous êtes? Où est-ce que vous êtes parti? On va attendre un petit moment. Oui, allez-y, continuez. Donc, je continue. Cela semble refléter les changements de comportement des consommateurs qui passent de l'achat hors ligne à l'achat en ligne. Il montre également que comme les gens passent plus de temps à la maison, les marques ont réagi en passant des médias hors ligne aux achats en ligne, 13% d'entre elles ayant signalé cette ligne de conduite. Dans la même étude, elle poursuit en affirmant que le commerce est Imen Sidor, s'il vous plaît. Imen Sidor, s'il vous plaît. Allô? Imen Sidor, s'il vous plaît. Où est-ce que vous êtes?
pense que il faut chercher Iman Sidor, Monsieur Tadouti. Il n'est pas là. Désactivez votre micro, Monsieur Tadouti. On vous entend pas. Oui? Je crois qu'elle est déconnectée. Elle est déconnectée. Elle a un problème de connexion. Elle est déconnectée. D'accord. Très bien. Donc, je vais juste résumer ce qu'elle a dit parce que c'était très intéressant ce qu'elle commençait à présenter. Elle a parlé du digital. On la remercie infiniment parce que c'est une problématique majeure aujourd'hui, le digital, parce qu'hier, il y avait un grand problème de confiance par rapport au digital et que les ménages ne font pas confiance à tout ce qui est digital. Donc, la consommation en ligne n'avait pas été vraiment très aimée par les Marocains, mais suite au Covid-19, suite à cette crise pandémique, je pense que tout a changé. Beaucoup de ménages ont commencé à pousser le consommation. Les entreprises aussi, ils ont le même point de vue. Ils ont commencé à suivre cette voie de digital et commencer à publier, à faire de la publicité et via aussi les réseaux sociaux à promouvoir leurs produits. Donc, je pense que c'est une révolution sociale et au niveau aussi économique chez les ménages parce qu'ils ont commencé à changer leur comportement de consommation. Donc, en partant d'un comportement traditionnel classique et en présentiel dans les magasins vers un comportement en ligne. Et je pense que c'est rassurant parce que tout a changé suite à ce Covid-19 vers le nouveau et vers tout ce qui est électronique. Je pense que l'électronique aujourd'hui s'est imposée d'une manière extraordinaire, que ce soit dans l'éducation, que ce soit dans le commerce, que ce soit dans d'autres secteurs, c'est clair et net. Donc c'est dommage qu'on n'a pas pu terminer la présentation de Iman Sidor, mais je pense que le plus intéressant, le plus important a été dit au départ, dans les deux tiers en fait de la présentation. Alors sur ce, je vais quand même passer la parole à nos chers collègues, nos chers professeurs. Monsieur Rachid Tatouti, je rappelle que c'est un enseignant-chercheur au sein de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales Etmloul. Il y a aussi avec nous professeur Nassiba Goussaïd, enseignante-chercheur au sein de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales. Nos chers collègues, ils vont commencer un petit peu à discuter, à débattre avec vous les sujets, les différents sujets, d'accord? Mais aussi, ils ont un temps très limité. Donc, je vous donne la parole. Je vais commencer par le professeur Tatouti Rachid. Je vous donne la parole, monsieur Tatouti. Et je vais être sévère avec vous. Je ne vais pas vous donner plus de 5 minutes, d'accord? S'il vous plaît, monsieur Rachid Tatouti, vous commencez. Ouais, merci. Donc, merci, madame Abou Hafs. Donc, d'abord, il m'apparaît important de remercier nos chers professeurs Abou Hafs, Habiba, et professeur Goussaïd Nassiba, pour leur travail colossal. Ils ont tout mis en œuvre pour que ce webinaire se déroule dans les meilleures conditions. Ensuite, je tiens à remercier, à encourager, à féliciter nos chers étudiants et étudiantes des belles présentations qu'ils ont fait. Ce sont des travaux de titan à arrache-pied par lesquels ils ont réussi à décrypter, à mettre en lumière et à débattre une telle thématique intéressante, l'impact du Covid-19 sur l'économie nationale et internationale. Et donc tout cela, ça montre une fibre de recherche et une curiosité intellectuelle. Et tout ça se fait par l'approche Learning by Doing. Donc, c'est une approche que j'apprécie beaucoup. Donc, les travaux méritent le respect et égard. Et puisqu'on n'est pas dans une soutenance, on n'est pas dans une évaluation, donc on ne va pas vous donner les critiques, les remarques, les pistes d'amélioration sur le fond et sur la forme, mais ça reste des belles communications, des belles présentations. Et surtout, j'ai beaucoup apprécié le choix des intitulés. Donc, j'ai trouvé une cohérence, une interdépendance, une continuité entre les intitulés. Et ça montre que derrière, il y a un travail d'équipe, un travail collectif. Parce que c'est vous avez fait la présentation, vous avez fait l'affiche, vous avez tout fait, tout organisé pour que ce webinaire se déroule dans les bonnes
dans les bonnes conditions. Donc, aussi, ce que j'ai apprécié, c'est votre courage, c'est votre volonté de s'exprimer et de faire des exposés devant une caméra que peut-être des milliers d'étudiants et des centaines de professeurs, ils ne peuvent pas le faire. C'est déjà une réussite. Donc aussi, j'aimerais bien vous dire que pendant cette pandémie, les conséquences sur l'économie nationale et internationale, ils sont très difficiles à évaluer parce que nul ne sait à quelle date prendra fin. Donc, je voudrais seulement poser une question pour débattre et pour un peu booster sur la thématique et essayer d'inverser un petit peu la question et la poser autrement. Et restant toujours macro, est-ce que vous avez une réflexion, est-ce que vous avez une imagination sur les conséquences de cette pandémie, sachant que vous avez traité beaucoup d'éléments, beaucoup d'intitulés, le tourisme, le digital, l'impact sur l'économie internationale, aussi sur la production, sur l'import-export. Donc, ma question est la suivante. Est-ce que vous avez une réflexion sur l'impact de cette crise pandémique, mais sur le plan, dans le contexte régional, c'est-à-dire sur l'économie de la région Souss-Massa, sachant que le secteur phare de la région, c'est l'agriculture, c'est le tourisme, sans oublier, comme a cité votre camarade, M. Aboul Mahassine, donc l'économie sociale et solidaire. Donc c'est ça ma question. Donc ma question, elle est destinée à tous les étudiants, et bravo et merci et félicitations encore une fois. Merci Madame Abou Hafs. Merci à vous, notre cher collègue M. Rachid Tetouti. Merci pour votre appréciation, pour vos encouragements à nos chers étudiants. C'est très très important ce que vous avez dit parce que grâce aux encouragements des professeurs comme vous, que nos chers étudiants vont commencer à réaliser ce genre de travaux, ce genre de présentation devant un public. Peut-être dans les prochaines fois, ça serait un public beaucoup plus large que ça, que ce soit en présentiel, que ce soit en ligne. Donc, je vais passer la parole à la professeure Goussaïd. D'accord? À vous la parole, Madame Goussaïd, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci, Madame Abbas. Donc, moi également, j'aimerais commencer tout d'abord par remercier Madame Habiba pour cette très belle rencontre qu'elle est en train de nous offrir. J'aimerais également saluer les différents intervenants étudiants. Donc, avant de parler de vos interventions, j'aimerais premièrement vous saluer de votre audace parce que oui, il faut être courageux pour pouvoir prendre l'initiative, essayer de s'adapter aux circonstances que nous sommes en train de vivre, essayer de rester productif alors que nous sommes en train de vivre une pandémie, que nous sommes en train de vivre une crise. Donc, déjà pour ça, je vous dis un grand bravo. Deuxièmement, j'aimerais aussi vous féliciter pour la qualité de vos interventions. Donc, j'aimerais vous dire que je suis agréablement surprise de l'esprit d'analyse que vous avez fait dans toutes vos interventions, dans toutes vos présentations. J'aimerais aussi vous remercier parce que vous êtes en train de vous bâtir un réel profil, vous êtes en train de vous construire une personnalité autonome. Donc, j'étais vraiment contente de voir la manière avec laquelle vous avez mené vos recherches, la manière avec laquelle vous avez trié vos informations, vous les avez analysées, la manière avec laquelle vous êtes surtout forgé des opinions. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle d'un étudiant en supérieur, donc ce qu'on attend de lui parmi ses compétences, c'est le fait de pouvoir se forger une opinion et le fait d'avoir le courage de pouvoir exprimer et diffuser ses opinions. Donc ça, c'était de 1. De 2, je vais aussi avoir certaines remarques et certaines questions de réflexion que je vais vous adresser. Donc déjà, je vous remercie des différentes thématiques que vous avez choisies. Nous avons trouvé une certaine interdépendance entre les différents thèmes. Donc ma première question, elle s'adresse à tout le monde, mais plus spécialement à Monsieur Zakaria et Monsieur Beiris, qui ont parlé de l'impact sur le tourisme et de l'impact sur les différents axes de l'économie nationale. Donc, vous nous avez très bien dressé l'état des lieux, le poids ou bien la gravité de la crise que nous sommes en train de vivre.
est-ce que vous ne voyez pas que parmi les perspectives, parmi les solutions, est-ce qu'il ne faudrait pas commencer à parler du déconfinement pour que justement l'activité économique puisse reprendre, pour que le tourisme puisse reprendre? Surtout, je parle bien évidemment dans un premier temps du tourisme interne, je ne parle pas de l'ouverture des frontières. Ma deuxième question ou bien remarque, elle va s'adresser beaucoup plus à Monsieur Abdelrahman, qui a parlé de l'emploi après le coronavirus. Donc, c'est vrai que vous avez présenté les différentes statistiques, etc. Moi, ce que j'aurais aimé vous entendre analyser, ce sont les perspectives ou bien les solutions que vous pouvez justement proposer pour ce problème. Donc, ça s'adresse aussi à tout le monde. Est-ce que vous ne trouvez pas que dans ces temps difficiles, peut-être les deux solutions majeures seraient premièrement l'entrepreneuriat, surtout avec les différents programmes qui sont aujourd'hui lancés par le Royaume, et deuxièmement, bien évidemment, ça va être le fait d'encourager la consommation en rassurant justement la population sur l'avenir, sur le devenir du Maroc après le coronavirus. Et ça va nous permettre peut-être d'éviter ce qu'on appelle l'épargne de précaution qui est en train aujourd'hui de mettre la consommation en berne. Parce que vous savez très bien que si on n'arrive pas à relancer la consommation, même avec un très bon entrepreneuriat, on ne pourra pas vraiment relancer la machine économique. Donc, en gros, ce sont les deux questions que j'aimerais étudier avec vous. Donc, je vous repasse la parole, Madame Abou Hafs, pour pouvoir organiser le débat. Oui, je vous remercie, professeur Gosseid, pour votre intervention, pour les mots, les précieux mots que vous avez lancés vis-à-vis de nos chers étudiants. Donc, je vais commencer par, parce que vous avez, en fait, monsieur professeur Tatouti a lancé une question en relation avec une réflexion de l'impact de la crise sur la région de Souss-Massa. Et vous avez évoqué l'économie sociale et solidaire. C'est très, très important de parler de ce secteur-là parce que c'est important, surtout dans cette crise pandémique. Durant cette crise pandémique, il y a beaucoup de social qu'il faudrait faire. Donc, on a besoin de savoir avec nos chers étudiants de qu'est-ce qu'ils pensent par rapport à cela. Et je donnerai la parole. Qui veut parler, qui veut répondre à cette question parce que c'est une question ouverte. C'était une question ouverte à tout le monde. Est-ce que vous voulez, donc qui veut répondre à cette question de l'impact de la crise sur la région de Souss-Massa, mais surtout en parlant de l'économie sociale et solidaire? Oui. Qui a une réponse? Ou bien je passe vers la deuxième question parce que devant, qui veut parler? Monsieur Béris, vous voulez répondre? Alors, sinon, je vais passer vers la deuxième question parce que cette deuxième question est adressée spécialement à Zakaria et Béris. D'accord? Donc, monsieur Zakaria, vous commencez à répondre à la première question, s'il vous plaît. Est-ce qu'il n'est pas temps de commencer à parler de déconfinement, etc. Donc, allez-y, monsieur Zakaria. Je vous passe la parole. Merci, mes chers professeurs, pour votre remarque. Je vais commencer par parler. Donc, je signale, s'il vous plaît, monsieur Zakaria, je signale que vous avez 1 minute pour répondre, d'accord? Une seule minute, comme ça. Hein. C'est bien. Oui. D'accord. Je vais parler rapidement. L'impact est au moins grave pour la région Souss-Massa à cause de la situation et la spécialisation et les caractéristiques de chaque région dans notre royaume. Mais je vois qu'un peu loin de parler d'un déconfinement à cause de tout risque probable au niveau sanitaire, mais aussi je vois qu'il a besoin de 2 ou bien 3 ans pour relancer l'économie dans notre région, surtout sur les axes de tourisme. Parce que, par exemple, moi, quand demain il y a un déconfinement, je ne pense pas à voyager. Et parce qu'il y a une crise économique et aussi je vois qu'il y a pour mettre des mesures pour faire une autosatisfaction dans les secteurs de l'agriculture et les produits qui produisent dans notre région. Et merci. Alors, très bien. Donc, je passe la parole à, je pense, Béris, c'est ça? La deuxième question, c'était adressée à monsieur Ahmed Béris. Allez-y, vous répondez, s'il vous plaît. Donc, merci pour vos remarques et pour votre encouragement.
Donc, comme vous savez, la région Souss-Massa est une région touristique. Elle est la deuxième région. Donc, on va impacter, bien sûr, négativement sur l'économie régionale Souss-Massa. Donc, voilà. Donc, puisqu'il y a tourisme, donc le tourisme régional de Souss-Massa va payer lourd. Donc, il faut que l'État intervienne, c'est-à-dire mettre en place un investissement supplémentaire pour éviter le pire. Jusqu'à maintenant, personne ne peut évaluer la facture générale parce que il n'y a pas jusqu'à maintenant un vaccin. Donc, il faut accompagner les différentes sociétés de tourisme pour éviter le pire. Et merci. Merci à vous. Donc, je passe toujours vers la première question qui a été lancée par M. Rachid Tatouti. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut répondre à cette question en relation avec la réflexion de l'impact de la crise sur la région Souss-Massa et spécialement dans le secteur de l'économie sociale et solidaire? Je pense que votre question est très délicate, M. Rachid Tatouti, parce que personne ne veut répondre. Madame? Oui, allez-y, Zakaria. Oui, vous pouvez répondre. J'ai une information concernant le niveau solidaire pour la région Souss-Massa. La Chambre de commerce de l'industrie au Maroc, elle est déjà donné 5 milliards de dirhams selon le fonds spécial pour la gestion de pandémie de coronavirus sur le Souss-Massa. Tout d'abord, la solidarité vient de l'État pour encourager les sociétés à non but lucratif aussi jouent sa rôle dans la solidarité dans notre région. Donc, je pense que, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, Monsieur Rachid Tatouti? Vous voulez dire un mot? Vous voulez que je vous donne la parole pour... Oui. Non, c'est juste par rapport à cette question d'économie sociale et solidaire. Allez-y, s'il vous plaît. Non. Donc, loin de ça, je veux seulement ajouter une chose, c'est que moi, je suis toujours, depuis que j'étais étudiant, j'étais toujours avec l'auto-formation. Donc, j'encourage nos chers étudiants de rester toujours en connexion avec cette approche d'auto-formation et de la formation par recherche. La formation par la recherche. Learning by doing. Donc, c'est vrai qu'en tant qu'enseignant, on est là pour donner les grandes lignes, les directives, la feuille de route, mais il faut toujours faire les mains et les pieds pour réussir votre parcours de formation, parcours universitaire. Il faut rester dans la recherche. Et c'est ça mon conseil à tous les étudiants qui ont pris cette initiative d'organiser, de proposer ce webinaire sur l'impact Covid-19 sur l'économie nationale et internationale. Merci. Très bien. Merci à vous, professeur Rachid Tatouti. Je passe vers professeur Nassiba Goussaïd pour dire son dernier mot. S'il vous plaît, Goussaïd, allez-y. Merci beaucoup. Donc, je ne trouverai pas mieux que de refaire mes remerciements aux différents intervenants. Donc, merci beaucoup pour cette très belle prestation. Ça fait vraiment chaud au cœur, ça fait plaisir de voir face à nous des étudiants qui sont aussi autonomes, qui sont aussi courageux. Donc, je vous encourage de rester sur cette voie. Je vous encourage de continuer vos recherches. Je suis sûre que ainsi vous êtes sur la bonne voie. Et je vous souhaite un très bon courage, une très bonne continuité, que ce soit dans vos études ou bien demain sur le monde du travail. Donc voilà, merci beaucoup. Merci à vous. Merci, cher professeur Goussaïd Nassiba. De ma part, j'ai un petit mot à dire à nos chers étudiants. Donc, je vous félicite pour vos efforts. Je vous félicite pour votre prestation. C'était très, très bien, c'était excellent.
votre travail, je pense que ce que vous avez fait, il dépasse en fait les limites d'un étudiant de la licence fondamentale ou bien d'un étudiant d'un niveau de bac+3. C'est très bien. Donc, je vous encourage à faire mieux, à aller plus loin, à faire de la recherche, à chercher à exercer ce qu'on appelle l'auto-formation, comme l'a dit notre cher collègue, professeur Tetouti. C'est par ce genre de communication, à savoir communication, que ce soit en présentiel, que ce soit en ligne devant un public, que vous allez former votre personnalité. Donc c'est très très bien. Je vous encourage par rapport à ce que vous avez fait ce soir. Et certainement, ça va être marqué à vie. N'oubliez pas ça parce que c'est un enregistrement et vous allez garder cette vidéo par la suite quand elle sera prête dans votre terroir. Donc, ça serait génial dans le futur de montrer cette vidéo à vos enfants, à vos frères, à vos sœurs, à votre famille. Alors, bien sûr, notre webinaire qui avait comme intitulé l'impact du Covid-19 sur l'économie nationale et internationale et quelles sont les solutions probables pour éviter toute perte dans le futur. C'était un thème numéro 2. Je rappelle que nous avons commencé la semaine dernière, le jeudi dernier, par un premier thème. Aujourd'hui, c'était un deuxième thème et un thème qui était très spécial parce que il a connu l'intervention des étudiants et non pas des professeurs ni professionnels experts en la matière. Et pourquoi? Parce que nous, en tant que chercheurs, professeurs, enseignants au sein de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales, on veut bien appliquer ce qu'on appelle le learning by doing. On veut bien que nos étudiants passent à la vitesse supérieure, commencent à parler devant le public, forment la personnalité. On veut bien que nos étudiants apprennent ce qu'on appelle les soft skills. Et c'est par cette voie qu'on va commencer à dire que les étudiants ont déjà pris quelque chose ce soir. Hein. N'est-ce pas, chers professeurs? Donc, ils ont commencé à montrer les soft skills à travers les communications qu'ils ont fait, à travers leur présence devant nous, devant la caméra. Et c'est une expérience c'est une expérience très très formatrice par rapport à ces étudiants. Bravo à vous et sans oublier de rappeler les différents thèmes qu'on a traités ensemble. C'était des thèmes complémentaires, c'était des thèmes. Bravo pour le choix des thèmes, c'était votre choix. Ce n'est pas le mien ni le choix des autres professeurs, c'était votre choix et c'est excellent. Pourquoi? Parce que ça montre que vous avez travaillé en équipe et ça montre que vous avez fait une coordination entre vous. Ça montre qu'il y avait beaucoup de compétences que vous possédez et vous avez fait un excellent travail. Donc, il y avait des thèmes qui ont traité le chômage, des thèmes qui ont traité l'impact du Covid directement sur l'économie internationale à travers la présentation de l'exemple de la Chine. Il y avait des thèmes qui ont traité le digital. C'est excellent. Pourquoi? Parce que le digital commence à pousser notre société vers une révolution digitale, surtout notre société marocaine qui est une société conservatrice, qui ne fait pas attention à tout ce qui est, ou bien ne fait pas confiance surtout à tout ce qui est électronique. Vous avez parlé du marché d'emploi, c'est bien parce que nos jeunes en fait souffrent aujourd'hui du chômage et ils ont le souci en fait de savoir qu'est-ce qui va se passer dans le futur quand ils auront leur diplôme. Et vous avez parlé de tout ce qui est avec le pétrole et l'or noir, etc. Donc c'est bien, ce sont des bons sujets très enrichissants. Et voilà, donc sur ce, je remercie énormément nos chers collègues. Monsieur le professeur Tetouti, n'oubliez pas que c'est grâce au soutien de nos chers collègues, Monsieur Tetouti ainsi que Madame Goussaïd, qu'on a pu organiser ce soir ce webinaire. Merci pour votre contribution, merci pour votre soutien à nos étudiants et ça montre que vous êtes vraiment des professeurs qui croient à l'étudiant. C'est ce qu'on veut. Un professeur qui croit à l'étudiant, ça veut dire un professeur qui veut changer l'étudiant vers l'étudiant agile dans le futur. Et bravo à vous, bravo pour votre contribution ce soir. Merci aussi à nos étudiants qui ont fourni un effort considérable et qui ont pu faire cette prestation de haut niveau, de qualité devant nous. C'était vraiment génial comme travail. Voilà, donc sur ce, je vous dis merci à tous. Et bien sûr, je donne rendez-vous à nos chers collègues le jeudi prochain pour le thème numéro 3. D'accord? Et ça va être la comptabilité face au Covid-19. J'espère d'ici là vous retrouver en bonne santé. Et bien sûr, je vous souhaite très bonne soirée et à la semaine prochaine. Au revoir. Merci à vous. Merci.
Bonne chance, bon courage et bonne continuation pour les étudiants. Et merci à vous, cher professeur Abou Hafs, cher professeur Boussaïd. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. D'accord, au revoir.